Hello. Alors, à la suite d'un échange avec Sydney, un échange qui portait sur nos business, nos modes de vie, on a décidé d'enregistrer un épisode de podcast sur la manière dont l'entrepreneuriat vient changer notre vie. Donc, durant cet épisode, Sydney partage avec nous les domaines de sa vie que l'entrepreneuriat est venu chambouler. Car pour ma part, j'estime que l'entrepreneuriat est avant tout une aventure humaine profonde, où le premier produit que tu vends, c'est d'abord toi. Le premier produit dans lequel tu dois investir, c'est également toi. Car c'est à travers la connaissance de toi, là où se situe ta plus grande force, ton mental, c'est à travers cela que tu peux justement définir ta vision, tes valeurs, et ensuite identifier les actes, les objectifs à atteindre pour permettre le développement de ton business. Du coup, dans cet épisode, nous allons aborder le syndrome de l'imposteur, la gestion du temps et la productivité, la connaissance de soi, force et axes d'amélioration, le style de vie, l'impact de l'entourage et le processus d'apprentissage. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, le thème, c'est vie entrepreneuriale et vie personnelle. Comment l'un vient challenger l'autre. Du coup, avec moi, à mes côtés, j'ai Sydney. Bonsoir Sydney. Bonsoir à ça. Sydney, qui es-tu? Je suis Sydney Djoum, sénégalo-ivoirien, entrepreneur, fondateur de Scream Co, une agence de création de contenu et de gestion de réseaux sociaux, et cofondateur d'Ouzema, qui est une agence qui fait dans la création de contenu audio en langue locale africaine. Très bien, merci Sydney pour ta présentation. Alors du coup, c'est suite à une discussion qu'on a eu envie de créer cet épisode de podcast Ouais. et on s'est rendu compte tous les deux, et je pense que de nombreux entrepreneurs nous se reconnaîtront également, Mhm. mais quand tu commences un projet entrepreneurial, tu te rends compte que finalement, ça vient challenger énormément de choses, ça vient réveiller des blessures, ça vient appuyer sur certains points, certaines difficultés. Ouais, ouais. Et toi, aujourd'hui, Sydney, quels sont, le fait de t'être engagé dans une aventure entrepreneuriale, quels sont les points que cette aventure sont venus réveiller chez toi? Je pense que en vrai, ça a été une aventure assez intéressante, mais surtout très challengeante. Mhm. Et je pense qu'en termes de points, il y a eu plusieurs, il y en a eu plusieurs. Le plus gros, c'était le syndrome de l'imposteur. D'accord. Et Et le manque de, bien sûr, c'est lié, le manque de confiance en soi quand on démarre l'activité. Et après, bien sûr, il y a eu maintenant plusieurs questions, problèmes, on va dire, par rapport à, par exemple, la gestion du temps, connaître ses forces, ses faiblesses et d'autres points comme ça. d'accord. Alors, ce qu'on va faire pour que ça soit bien, pour que ça soit justement enrichissant et pour partager aussi ton expérience, c'est qu'on va revenir sur chaque point que tu viens d'énumérer. Ouais. Et on va commencer par le syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Hmm. Pour moi, je pense, je le définirais comme la question de savoir est-ce que tu es légitime en termes de connaissance, de savoir-être pour exercer d'un domaine particulier, d'un domaine que tu choisis. Moi, c'est comme ça que je le définirais. Oui, bah, c'est aussi comme ça que je le définis. C'est cette fameuse question de... Oui, c'est exactement ça. C'est cette fameuse question de est-ce que je suis légitime à pouvoir incarner ce rôle, ce personnage, ses fonctions, ses compétences. Exactement. Et du coup, ça veut dire que... À quel moment, toi, est-ce que ça t'a posé problème? À quel moment tu t'es dit, ah ouais, là, c'est chaud? En fait, à quel moment je me dis ces choses, je pense que c'est au moment où j'ai commencé à vraiment me dire, je vais aller, je vais exercer en tant que social media manager, déjà en freelance, tu Mhm. vois.
Parce que au début, j'aidais facilement des amis, des connaissances. Ah ouais, mais au lieu de faire ceci, tu peux faire comme ça. Si tu fais, je pense en créant le contenu de cette manière, ça sera plus efficace sur l'algorithme, etc. Et ça a été challengeant quand j'ai commencé à me dire, genre, j'ai commencé vraiment à le voir en tant que business. Parce que comme je l'ai dit, mon domaine de formation est tout autre. J'ai Mhm, étudié gestion d'entreprise, finance, comptabilité. Et ça, c'est typiquement comme. Donc, bien que j'ai eu des premières expériences en entreprise, mhm, quand je me suis dit, je vais me lancer seul, ou bien en tout cas, je vais en faire un side seul et avoir de l'argent avec, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que là, j'ai commencé vraiment à me dire, pourquoi quelqu'un paierait ça en fait? Genre, toi, tu es qui? Genre, tu vois? mhm, Et c'était très challengeant. Et même surtout pour établir par exemple les prix, mhm, tu vois, parce que tu te dis, en termes de temps, tu fais un ratio en termes de temps, d'énergie que tu vas mettre, voilà, ce que tu estimes comme prix qui est raisonnable et mhm, aussi par rapport à la mission. Et après, au début, j'en en discutais une fois, je te disais, au début, je prenais toujours, en fait, pour moi, c'était dès que la personne disait oui et que il fallait renégocier, même si je savais que ça allait me demander plus de travail et que ce que j'allais en tirer en termes de rémunération était très faible, je me disais toujours, ouais, mais ça va, je peux gérer, tu vois. Donc, il y avait quand même ce côté manque de confiance en mes capacités pour pouvoir me step up et puis me dire, non, non, non. C'est ce que je propose, je sais le faire. mhm. C'est tu prends ou tu laisses, ou bien voilà. Si tu veux, on peut négocier, donc on enlève des choses dans le package et tout. Mais en tout cas, savoir établir des limites et puis tenir ferme en fait. Donc ça, c'était vraiment, ça m'a pris énormément de temps. Je pense que si j'évalue environ 2 ans. D'accord. Et du coup, à quel moment est-ce que tu as pris conscience que tu étais concerné par le syndrome de l'imposteur et quelle solution tu as pu trouver ou comment est-ce que tu as résolu le problème? En vrai, au début, je le savais. Mhm, Je le savais, je pense, j'ai eu deux, trois expériences. Où clairement ça se voyait que le client vraiment tirait beaucoup d'avantages. Tu vois, il mhm, était devenu vraiment très confortable à demander tout ce qu'il voulait et tout. Mais je le savais. Et après, je me disais tout le temps, je ne sais pas comment j'arrive si on doit dire en français, on va dire à me blaguer par rapport à ça, mais je me disais toujours, ouais, ça va après, tu sais, à n'importe quel moment, je peux dire oui, ça ne le fait pas. Et je pense que le questionnement a commencé quand j'ai pris ta séance coaching mhm, et on avait discuté et tout. Et après ça, même après ça, je pense qu'il m'a fallu quelques bons mois mhm. pour que je puisse vraiment me dire, ok, maintenant là, c'est ça passe ou ça casse. J'ai assez fait ça, j'ai assez fait cet exercice, je suis assez rodé. Et aussi voir je pense les résultats aussi. Avoir Mhm. des résultats probants, avoir de bons retours d'expérience en vrai, m'ont aussi aidé à à me dire, à booster ma confiance en moi et à me dire, mais en vrai, ouais, je le fais, je suis légitime en fait. Et D'accord. donc, c'est un peu comme ça. Et après aussi, un point que j'ai appris, c'est que au début, tu te dis, c'est bon pour toi d'avoir des clients. Et donc, tu tends à prendre n'importe quel client pourvu que ce soit un client qui soit prêt à payer. Mhm, Et après, en fait, je me suis rendu compte que tu n'es pas obligé d'avoir tous les clients. Il y a des prospects avec qui ça va pas matcher. mhm, Mais tant qu'il y a, pour moi maintenant, c'est plus une question de respect, je, je sais de quoi je suis capable, donc je ne suis plus prêt à négocier en fait au rabais ou tu vois. Donc pour moi, c'est celui qui sait de quoi il a besoin et qui vient vers toi parce qu'il sait qu'il pense que tu peux l'aider à résoudre son problème ou en tout cas à passer un autre cap. Techniquement, c'est quelqu'un qui sait que il est prêt à mettre le prix. Si tu es pas prêt à mettre le prix, c'est pas un problème. Quand tu seras prêt, tu reviens ou on peut trouver d'autres arrangements. Mais pour quelqu'un qui veut, par exemple, que tu lui offres tout et qui veut te donner des limites, on dit des cacahuètes, mhm. non, ça passe pas. D'accord. Du coup, dans ton propos, moi j'entends plusieurs étapes. Il y a eu la première étape où tu es passé de j'aide des amis, des personnes que je connais à j'accompagne mon premier client.
comme si c'était le grand plongeon dans la piscine. C'était un Et énorme ensuite, plongeon. ensuite du coup, par rapport à ces premiers clients que tu as pu accompagner, tu t'es rendu compte que le tarif que tu proposais ou le tarif qu'ils te proposaient n'était pas adapté à la masse de travail que tu proposais. Et Mhm. finalement, c'est là que tu t'es rendu compte que non, en fait, c'est pas réellement ça que tu voulais. Et Oui, du coup, clairement. finalement, c'est avec l'expérience, le fait de oser, de se lancer, de faire, de pratiquer, d'expérimenter qui t'a permis, toi, aujourd'hui, de te dire aujourd'hui, c'est bon. Le Ouais, syndrome de l'imposteur. exactement, en fait. Et après, ça m'a donné une certaine confiance en moi pour me dire, genre, tu as pu faire tout ça. Donc, Mhm, même quand c'est quelque chose qui est nouveau, mais qui reste quand même relatif à ce que j'ai déjà fait, je sais que je pourrais gérer, tu vois. Je sais que je pourrais délivrer et donc donner le résultat escompté. Et, et en plus de ça, bon, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment une découverte de moi-même, en fait, de d'accord. certaines facettes de moi que je pense si je n'avais pas osé me lancer seul, Mhm. j'aurais pas découvert. Ou en tout cas, j'aurais passé ça sous le paillasson et puis je me serais dit non, il n'y a rien là. Du coup, il y a la partie expérimentation et après, il y a aussi le retour à toi-même, en fait. Donc, Ouais, apprendre à te connaître, mais c'est surtout prendre conscience de tes compétences, de tes capacités et de ce que tu peux apporter en termes de valeur à quelqu'un d'autre. exactement, Très bien. exactement. Ok. Good. Est-ce que tu as d'autres choses à apporter sur le syndrome de l'imposteur, du coup? Euh, je pense à un moment, je me suis dit aussi, de toute façon, limite de ma manière de penser, la seule chose que je crains, c'est de mourir sans avoir fait ce que je veux faire. Mhm. Donc, je saute. Au pire des cas, c'est une mauvaise journée, Mhm. c'est bizarre, et donc je vais aller me coucher en regardant des séries, Mhm. et puis je ferme mon téléphone. Donc, si ça n'arrive pas, c'est que c'est bon, on peut gérer. Très bien. Donc, ouais, D'accord. Du coup, la connaissance de soi, la confiance en soi et surtout l'estime de soi, qui, je rappelle, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde et c'est la manière dont on va se juger. Donc, quand on est conscient de son potentiel, de ses capacités, de ses compétences, c'est la meilleure manière de s'estimer à sa juste valeur. Et on n'oublie pas surtout que la manière dont on va se considérer et la manière dont on va se comporter, c'est comme ça qu'on apprend finalement aux autres comment nous traiter. exactement. Le prix auquel tu te vends, c'est à ce prix on t'achète. Merci. Tu as soulevé un deuxième point, la gestion du temps. À quel moment tu t'es rendu compte que c'était problématique? Hmm, je pense quand j'arrivais plus à avoir, je donne un exemple parce que tu taffes et il y a ta vie personnelle. Et Mhm, donc à un certain moment, je me retrouvais souvent à taffer genre jusqu'à 23 heures minuit et plus. Et j'avais d'autres choses à faire et tout. Et c'était super compliqué. Et donc à chaque fois, je me retrouvais limite à taffer tous les jours en fait. mhm, Tu vois. Et c'est pas comme ça que j'envisageais ça au début, tu vois. Donc à un certain moment, je me suis assis et puis je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui va pas en fait. Soit c'est moi qui, soit j'ai trop de travail, soit c'est moi qui gère mal mon temps. mhm. Donc voilà, ça a fait que je me suis beaucoup plus intéressé aux techniques de gestion du temps. Et après, j'avais même un logiciel qui traquait en fait combien de temps je passais sur une tâche euh, et qui m'envoyait des rappels avec des pauses et tout. Donc après, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment une question de travailler beaucoup longtemps, c'est plus comment tu utilises le temps que tu as. Genre si par exemple tu dois bosser pendant 6 heures, mais si ça doit être 6 heures par exemple, ça doit être 6 heures où tu es à fond en fait. Mhm. Et je pense que quand tu es concentré, totalement concentré, tu arrives à accomplir, à réaliser tout ce que tu dois faire. Et après ça, c'est bon. Donc pour moi, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Et je pense que c'est ça le vrai point de la gestion du temps. Genre, ça revient en fait, quel que soit ce que tu fais avec ce temps, tu dois l'utiliser au meilleur en fait. Au mieux. Donc pour moi, c'est ça. D'accord, du coup, là, on est vraiment beaucoup plus sur de la productivité. C'est-à-dire, c'est pas travailler 6 heures d'affilée en se disant, bah, je fais des heures parce qu'il faut faire des heures, mais plutôt, je travaille en produisant de la qualité pour être productif et que derrière, il y a un résultat concret. Exactement. Et derrière, gérer son temps, ça t'amène aussi à être mieux organisé. Mhm.
Tu vois, ça t'amène à être mieux organisé parce qu'au début, tu vois, au début, je pataugeais, donc j'avais tendance à faire certaines tâches le matin, certaines tâches le soir et tout. Et après, tu vois, je me rendais compte qu'en fait, il y a des choses en soirée, il y a Mhm. des choses sur lesquelles je suis beaucoup plus productif et je sais que par exemple, si je cale 3 heures d'affilée, c'est bon. En matinée, je sais que je peux dire, comme c'est le démarrage, je suis plus chill à faire des recherches, à organiser comment je vais travailler et tout. Donc voilà, c'est un peu tout ça que j'ai appris Mhm. avec la gestion du temps, la productivité et tout. Donc finalement, tu as adapté les activités et les tâches que tu dois réaliser à ton rythme chronobiologique. Parce que pour le coup, Exactement. les tâches qui demandent de la créativité, tu les fais plutôt le soir, c'est ça? Ouais, en Et soirée. en soirée, parce que c'est le moment où tu es le plus productif, le plus créatif. Plus créatif, plus productif et tout. D'accord. Et les tâches qui nécessitaient un peu moins de créativité ou des tâches routinières, on peut dire. Ouais, Du coup, tu routinière, fais ça plutôt le en matin, matin, la là matinée. où tu démarres tranquillement, etc. Très bien, Exactement. ok. Très bien. C'est très intéressant parce que du coup, effectivement, on fonctionne tous sur des rythmes et oui, des rythmes et comment dire, je dirais pas un fuseau horaire, mais des rythmes différents. Il y en a qui sont plutôt du matin, il y en a qui sont plutôt du soir, il y en a qui sont un peu entre les deux. Mais du coup, l'important, c'est de se dire, c'est de connaître son rythme et de savoir quels sont les moments où on a la pêche, où on peut bosser et où on est créatif, etc. par rapport à son business, toujours en lien avec le Exactement. domaine dans lequel on entreprend. Très Exactement. bien. Tu as énoncé un autre point sur lequel l'entrepreneuriat est venu te challenger. Tu as parlé aussi lors de notre discussion de connaître ses forces et ses faiblesses. Ouais. Et ça, par exemple, ça, c'était un vrai point parce que j'avais des amis. Et souvent, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est une aventure qui est intéressante pour se découvrir sur le plan personnel, c'est souvent tu penses que tu te connais, tu vois. Mhm, Genre, tu te dis, ouais, moi, je suis bien dans ça, moi, je suis bien dans ça. Et il y a ce que toi, tu dis, et il y a aussi souvent ce que ton entourage va dire. Et souvent, par exemple, c'est ton entourage, souvent qui aura vraiment tendance à, en tout cas quand je parle de l'entourage, je parle de ceux qui te côtoient et par rapport au volet professionnel, qui aura tendance à te dire, mais là tu es bon, hein, mais ça tu fais ça bien. Ou par exemple, s'il y a une tâche, on va dire, non, donne à Sydney, il sait faire ça mhm, et tout. Et donc ça te permet très vite de comprendre un peu, genre, si les gens trouvent que, parce qu'à la fin, tu rends service, quand je dis tu mhm. rends service, en tout cas tu mets ton talent à la disposition des gens. Donc à la fin, tu te rends compte que sans le dire, on t'aiguille un peu, tu vois. Donc moi, par exemple, je savais que la créativité, c'était ma force. L'organisation, hmm, pas tant que ça. C'est genre sur le pif là, ça me prend, ouais, je vais faire ça. Et la notion du temps, alors là, j'étais à la ramasse. Et donc, tu vois, il y avait, en tout cas, ça m'a appris à connaître mes forces et mes faiblesses. Et ça m'a surtout permis de savoir qu'il y a des choses que je sais que je ne peux pas faire. Mhm, Je peux le faire pour d'autres personnes, mais quand il s'agit de moi-même, par mhm, exemple, appliqué à moi, je peux pas. Et donc, par exemple, dans ce genre de situation, je peux demander de l'aide à quelqu'un. Tu vois, je peux demander de l'aide à quelqu'un ou par exemple m'entourer de personnes qui vont m'épauler dans cette tâche ou qui vont me seconder dans cette tâche ou s'il faut déléguer ces tâches à quelqu'un d'autre. Donc, oui, ça, je pense que c'est un grand point. Je pense que tous ceux qui se lancent en freelance ou en entrepreneuriat, tôt ou tard, ils le savent et je pense que le plus tôt on le découvre, mieux c'est. Donc, ouais, Très bien. Ok, bah écoute, oui, je pense que c'est super important de connaître ses forces et ses faiblesses. Et finalement, ce qui m'a beaucoup interpellé dans ce que tu as dit, c'est aussi cette notion de feedback. Parce que on a ce regard sur notre propre personne, mais on a aussi les personnes qui nous connaissent, qui nous côtoient, qui ont aussi un feedback qui peut aussi, du coup, qui va élargir notre manière de voir les choses, mais qui va aussi nous apporter beaucoup plus d'éléments que la manière dont nous, on va se voir, dont nous, on va se percevoir. Moi, je sais que pendant effectivement. longtemps, l'organisation, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'aime bien les choses claires, carrées, structurées. Pour moi, c'était un mode de fonctionnement tout à fait normal.
Et en fait, c'est quand j'ai changé avec des amis qui m'ont dit, non mais toi, t'es grave carré, t'es grave organisé. Ah bon? Bah tu fais pas comme ça, toi? Non. Non. Et là, je me suis dit, ah ok, d'accord. Pour moi, c'était ok, bah tout le monde fonctionne comme ça, tout le monde est organisé comme ça, alors que non, pas du tout. Et ouais, non, c'est super intéressant d'avoir ces feedbacks de la part de notre entourage. Des fois, ils mettent aussi le doigt sur des choses qu'on voit pas, qu'on perçoit pas. Et Exactement. du fait qu'ils soient extérieurs à la situation, du fait qu'ils nous voient avec un regard qui n'est pas celui qu'on se porte sur soi-même. Et très souvent, comme on dit, c'est les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais aussi on est souvent aussi son propre ennemi. Donc la Je manière dont suis, les autres vont voir n'est pas ouais, forcément la même chose que nous. je suis totalement d'accord. Ouais, c'est comme tu dis, et oui. L'entourage vraiment compte pour beaucoup hein, dans ce genre de situation parce que, par exemple, je sais que mon entourage proche me disait souvent, franchement, tu as une terrible manière de négocier, tu sors jamais avec le bon deal. C'est toujours toi qui restes sur le carreau et tout. Et au début, je disais, non, ouais, moi je trouve que c'est bien négocié et tout. Mais à la fin, quand je me retrouvais en train de bosser jusqu'à 2 heures, 3 heures, après, je me suis dit, je pense qu'il est temps d'avouer qu'ils ont raison. Tu vois, et donc, mais ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, tu es aussi à l'écoute, là, tu remarques que c'est pas ton fort. Donc, tu n'as pas de choix. Donc, en plus de te former, mais tu as aussi des gens qui, tu apprends aussi d'autres personnes, Mm, tu vois. Genre, j'ai un ami qui est très bon pour tout ce qui est négociation et tout. Donc, à un certain moment, c'est lui qui me disait, non, non, commence comme ça, dis tel prix, parce que quand la personne négocie, tu réduis ça. Moi, dans ma tête, c'était toujours genre, si je te dis ça, c'est parce que c'est ça, en fait. mhm. Tu vois, mais genre, surtout si tu es dans des pays comme le Sénégal où on discute, on négocie, énormément, ça fait partie de la culture. Donc ouais, tu sais que tu dois continuer à... Tu sais, tu dois avoir la stratégie en fait en place et tout pour ça. Donc il y avait ça, il y avait la question du temps comme j'ai dit. Donc avoir ces feedbacks, ça m'a vraiment permis de corriger en fait certains aspects et puis de pas de faire de ces faiblesses des forces. Je pense que je suis pas encore là, mais le fait d'en être conscient Mhm. fait qu'en fait je limite l'effet et donc je sais comment m'organiser parce que je sais que déjà à la base là c'est pas mon truc. Donc ça me demande plus de préparation et voilà. D'accord. Ok. Euh, moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un petit feedback. Des fois, ça vient comme ça tout seul, t'as rien demandé, et on te dit, non, mais t'as un petit moment de doute ou un petit moment de faiblesse, et là, t'as quelqu'un qui va dire, non, mais attends, t'es sérieuse là? T'es sérieux là? Ben, tu sais très bien que tu gères ce domaine-là, tu sais très bien que t'en es capable. Moi, j'ai confiance en toi, je m'inquiète même pas pour toi. Et c'est vrai que juste cette phrase-là, je m'inquiète même pas pour toi, tu gères, ça fait du bien. Ouais. Pendant que toi tu t'inquiètes, hein, en vrai, mais bon. Tout à fait, pendant que toi tu t'inquiètes, que tu te poses des questions, tu te dis comment je vais faire, ok, ouais, je suis pas trop sûr. Et finalement, bah, tu as ces personnes autour de toi qui te disent non mais c'est bon, Mhm. t'inquiète, tu gères. Tu gères. Très bien. Tu as énoncé aussi le style de vie Mhm. en parlant de la vie entrepreneuriale qui vient challenger la vie personnelle. Qu'est-ce que tu aimerais partager à ce propos-là? À quel moment est-ce que l'entrepreneuriat est venu bouleverser, chambouler, modifier, changer ton style de vie? Je pense la première chose dont je me suis rendu compte et après que je sais pas, je tire sur personne, mais la première chose que j'avais remarqué, j'avais l'impression que mon temps était mon temps en fait. Mhm, Pas l'impression, j'ai constaté. C'est-à-dire, genre par exemple, quand tu bosses en entreprise, c'est 8 heures, mhm, 17h30 ou bien 9h, 18h. Et ça, par exemple, genre, quand tu es habitué à le faire, c'est pas un problème. Genre, c'est limite ta routine, genre, ça t'énerve et tout. Mais après, la flexibilité, genre le fait de savoir que tu peux te réveiller à 8 heures ou à 9 heures, peu importe, mais que c'est toi qui organises ta journée. En vrai, c'est une grosse responsabilité. Mais après, pour moi, c'était devenu addictif, en fait. De savoir que genre, je peux gérer mon temps, je peux décider, OK, quand les gens, par exemple, disent lundi, on va au travail, toi, tu dis non, lundi, tu te reposes. mhm, Ou, à contrario, par exemple, dimanche, tu vas bosser, tu vois. mhm. Mais c'était moi qui jouais, tu vois, je maîtrisais mon temps. Et ça, c'était
c'est devenu très important parce qu'après, je me suis rendu compte que ça te donnait un peu plus de liberté, tu vois, Mhm. dans le fait de, j'aime boire les cafés, donc par exemple de te dire, à 10 heures, tu sors de chez toi, tu marches, ou bien voilà, tu vas prendre ton café en terrasse et tout, sans pression en fait. Donc, c'est plus une question d'équilibre pour moi, c'était genre de pouvoir faire de mon temps ce que je voulais, genre avoir le temps de faire ce qui me plaisait. Du coup, avoir le temps de faire ce qui te Ce plaisait. qui me plaisait et aussi pouvoir, par exemple, travailler selon mes propres règles, si on doit le dire comme ça. Mhm. Donc, pour moi, oui, c'était une grosse découverte et je pense que c'est devenu addictif. Bah, du coup, moi, je sais que le lundi, c'était un jour où j'aimais pas aller travailler. Et depuis que je suis devenu entrepreneur, le lundi est devenu mon jour de repos. Tu vois, par Parce exemple, que exactement. j'ai été bercé par la chanson Le lundi au soleil de Claude François. Ah ouais. Du coup, je me suis dit, bah, c'est bon, le lundi, ça sera mon jour de repos. Et je trouve que c'est pas un jour fait pour travailler. Donc, le Je lundi, je ne pense que travaille pas. je suis d'accord avec toi. Moi, par exemple, le lundi, c'est un jour où je démarre difficilement. Mhm. Donc, en général, le lundi, je l'utilise en fait pour vraiment caler en fait tout le reste de la semaine. C'est-à-dire que si je dois, peu importe ce sur quoi je dois bosser, création, couture ou autre, le Mhm. lundi, c'est vraiment le jour où j'organise en fait tous les autres jours. Et je me suis rendu compte que ça va vraiment, ça passe crème en fait pour moi. Genre. Ouais, Le moi aussi, lundi, j'aime j'ai pas bien. la pression, non, je veux pas ça. Je Ouais, me moi, réveille, je prends mon tranquille, café chill. tranquille, je fais les choses à mon rythme, Mhm. mais à la fin, j'ai calé tout ce que je dois faire pour la semaine. Et après, ça Ouais, passe super je vite trouve en que fait. c'est un jour stratégique ou tranquille. Moi aussi, j'aime bien. C'est aussi ce jour-là où je cale mes rendez-vous chez l'esthéticienne pour un petit massage, détente, Exactement. tranquille. Ok, très bien. Du coup, on va aborder le dernier point que ta Hmm. vie d'entrepreneur est venue challenger, ton entourage. Hmm. Ouais, ça c'était, je pense, challenger, oui, mais de plusieurs manières. Ça m'a permis, par exemple, de voir un peu, je vais dire un peu, genre, de savoir qui dans mon entourage, par exemple, était. Il y a des gens qui, naturellement, quand tu leur dis, OK, je compte me lancer et tout, les gens qui sont cautious, qui sont prudents, qui vont, par exemple, te dire, OK, mais assure-toi d'avoir calé ci, ça. Il y en a qui vont se dire, ouais, de toute façon, on n'a qu'une vie, fonce. Si tu te casses la tête, tu peux retourner dans le salariat. Il y en a qui vont te dire, oui, vous pensez que genre, tout le monde peut se lève comme ça pour devenir entrepreneur. Donc, tu as déjà une idée un peu un peu, tu arrives un peu, je ne veux De pas dire l'état mettre d'esprit? voilà, de l'état d'esprit, en fait, de chacun de ton entourage, en fait, de comment les gens voient les choses. Et en dehors de ça, je pense que c'était aussi intéressant dans la mesure où, quand souvent ça va pas, tu vois en fait ceux qui sont là pour te soutenir. Tu vois, c'est important parce que il y en a vraiment qui te poussent, comme je dis. Genre, il y en a vraiment qui te disent, ouais, mais c'est des choses qui arrivent. Genre, tu t'attendais à ce que, genre, tu pensais que si c'était facile, là, tout le monde allait le faire en fait. Mhm. Et ça, c'était super intéressant parce que ça m'a aussi permis de savoir que c'est pas à tout le monde dont on parle de ces projets. Tout à Ça, fait. c'était vraiment un point super important parce que, genre, j'ai des amis qui m'ont dit, ouais, mais vous allez faire ça, ça va, c'est quoi le point en fait? Genre, non, mais vous allez vous casser la figure et tout. Donc, ça, c'était vraiment important. Et même en termes de relations, comment on va dire, de relations amoureuses et tout, c'est pas tous les partenaires qui peuvent Comprendre. comprendre ça et qui peuvent aussi soutenir. Et de ce que j'ai compris, c'est souvent si tu as un partenaire qui est une partenaire ou qui est vraiment, qui par exemple est salarié, mais qui comprend que ton objectif c'est ça, d'arriver à tel point, tu as cette vision et tout. C'est bien parce que ça peut être un soutien parce on va pas se mentir, mais il y a des jours, par exemple, les caisses sont vides, il y a des mois down. Et donc, par exemple, avoir un partenaire qui peut comprendre ça et qui peut te soutenir, pour moi aussi, c'était quelque chose d'extrêmement important.
Oui, donc je pense que vraiment en termes d'entourage, c'est très important. Et un autre point aussi, c'est de s'entourer aussi de personnes qui pensent comme nous, genre d'autres entrepreneurs, d'autres personnes en tout cas qui évoluent qui ont un peu cette manière, cette vision de voir les choses. Parce qu'à un certain moment, tu vois les choses différemment. Oui, Quand souvent d'autres voient des risques, toi tu vois là genre une opportunité où tu te dis, je vais traverser le feu, mais après ça sera l'oasis et tout. Donc c'était quelque chose d'intéressant. Et donc oui, depuis que je me suis lancé, je me suis quand même entouré pas mal de personnes qui pensent comme ça, de personnes, de mentors, de personnes qui sont plus avancées dans le domaine. Et donc voilà. Mais vraiment l'entourage pour moi, ça compte énormément. oui. Bah, je pense que t'as tout dit, hein. T'as une partie qui font partie des saboteurs et t'as une partie Les qui va saboteurs, t'encourager. ça c'est bien dit, les Ouais, t'as saboteurs. une partie qui font partie des saboteurs, t'as une partie qui vont t'encourager et t'as une partie qui va te soutenir aussi. T'as des personnes qui vont te permettre de te challenger, d'aller plus loin parce que bah, ils sont à un stade plus avancé ou qui ont plus d'expérience que toi, mais Ils vont te tendre la main qui même. vont te tendre la Ouais. main aussi et t'en as aussi qui vont te rappeler, hey, on est en concurrence, même si c'est Mhm. pas ta manière de voir les choses. Mais je pense que quoi qu'il en soit, c'est important de prendre le temps de se recentrer et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que toutes ces personnes m'apportent ou qu'est-ce qu'elles viennent m'apprendre en fait? Parce que finalement, ceux qu'on voit comme des saboteurs ou des détracteurs, finalement, ils parlent que d'eux-mêmes et de leurs propres craintes, de leurs propres peurs. Mhm. Et pareil pour toutes les personnes qui vont s'estimer en concurrence ou qui vont venir voilà, Exactement. partager des discours qui ne sont pas forcément très encourageants. C'est aussi des personnes qui viennent finalement parler de leurs propres limites, de leurs propres craintes. Et je pense que ça aussi, il faut le garder à l'esprit. Chacun Ouais. parle de soi finalement. Ouais, et il est important, je pense aussi, de pas être une éponge émotionnelle. Mm. Je pense qu'il est important d'avoir, moi, par exemple, j'avais souvent des feedbacks et des feedbacks, bon, des feedbacks, en tout cas des avis qui, tu ne demandes pas, on te donne quand même, mais des avis qui souvent me faisaient mal et tout. Et donc, à un certain moment, je faisais tout simplement, je faisais tout simple, c'est je m'asseyais, je regardais factuellement. Est-ce que ce que la personne a dit, est-ce qu'il y a des faits qui le prouvent ou autre chose? Et après, je décidais si je devais accepter ces avis ou pas. Et ça m'a vraiment simplifié la tâche parce qu'à un certain moment, tu peux avoir tendance à prendre tout personnellement. Ouais, Alors souvent, comme tu l'as dit, les gens viennent en fait exposer leurs propres limites et ils reflètent en fait ils essayent de refléter leur peur en fait sur toi. Et donc tu dois être aussi à même d'avoir le recul émotionnel de dire ça là, ça c'est pas pour moi, gars, faut garder. Donc ouais. très bien. Donc, comme vous avez pu le comprendre, comme tu as pu le comprendre, comme chacun d'entre nous a pu le comprendre, c'est que réellement l'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui pensent qu'ils ont fait le mauvais choix en se lançant dans l'entrepreneuriat, que c'est difficile, que c'est compliqué, que c'est les montagnes russes, pour moi, c'est une question de croyance. Dans le sens où, quelle que soit l'expérience qu'on vit, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en tout cas de la manière dont on la voit et dont on la vit, euh, quoi qu'il arrive, on apprend. On apprend, on se perfectionne. Et moi, je vois ça comme l'école, dans le sens où bah, tu arrives en maternelle, tu découvres la vie en collectivité. Ensuite, en troisième section, tu apprends à reconnaître ton prénom, tu apprends à lire, tu apprends les couleurs, etc. Et ensuite, tu passes au cours préparatoire où là, tu apprends à lire. Et une fois que tu as appris à lire et à écrire, là, changement de cap. Donc, forcément, quand on débute dans l'entrepreneuriat, on a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et finalement, c'est une aventure où on continue d'apprendre. Et les expériences qu'on a vécues, qu'elles se soient bien passées ou mal passées, nous permettent de nous enrichir, de grandir, d'évoluer et de faire aussi évoluer son business en parallèle. Donc, moi, j'invite à tous ces entrepreneurs qui débutent ou même qui sont là en place depuis plusieurs années, qui se posent des questions. Je pense que c'est important de se poser un peu avec soi-même, de marquer un temps de pause, de vérifier si bah,
la vision qu'on a, est-ce qu'on est toujours dans cette direction-là? Est-ce que les choses, les actions qu'on met en place aujourd'hui vont dans la direction de cette vision-là? Et Mhm. prendre aussi le temps de digérer les apprentissages, les expériences, et de faire le point entre ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et de faire le tri dans tout ça. Comme quand on fait le ménage chez soi, en fait. Exactement. Sydney, est-ce que tu aurais un mot à nous partager pour la fin? Hmm. Hmm. Ouais, mais je sais pas si ça colle vraiment, mais en tout cas, moi, j'ai ma façon à moi de voir ça. C'est un proverbe, c'est qui veut la paix prépare la guerre. Mhm, Et je sais que souvent, on peut se dire que ça a trait à tout ce qui est militaire et tout. Mais pour moi, c'est plus la question de... La notion, par exemple, de paix, c'est être en train de faire ce que j'aime, en train d'être tranquille, tu vois. mhm, Et pour moi, je me dis qu'il y a un prix à payer. Donc le prix à payer, c'est ce que j'estime, je considère comme la guerre. C'est le sacrifice. mhm. Donc pour moi, c'est ça en fait. Donc pour avoir la récompense que tu veux ou pour être où tu veux, à un certain moment, tôt ou tard, tu devras payer le prix. Et donc, qui veut la paix prépare la guerre. Donc, tu dois être préparé à sacrifier beaucoup de choses, à faire beaucoup de nuits blanches, les cernes et tout. Mais Mhm. parce que tu sais que demain, tu vas arriver à tel objectif, à faire telle ou telle chose. Donc, ouais, it's still work in progress, mais pour moi, ce serait ça mon mot de fin. D'accord. En tant que bonne coach, je me dois de dire que les nuits blanches, les cernes, etc., ça doit être quelque chose de temporaire, hein. Ça doit pas être quelque chose de régulier, pas quelque chose de normal. Ça doit pas être un mode de vie. Non, non, on dort mieux maintenant. Oui, on est d'accord. Mais effectivement, c'est comme quand on passe la première vitesse dans une voiture. La première, c'est celle qui a le plus d'énergie pour pouvoir Propulsé, ouais. permettre, ouais, propulser et démarrer la voiture. Bah, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Donc, oui, effectivement, au début, on travaille d'arrache-pied parce qu'on est motivé, parce qu'on a plein, plein, plein d'énergie, etc. Mais après, il faut aussi penser à avoir un équilibre entre le travail et le reste. Une discipline. Une discipline, une routine, une Ouais. organisation et toutes les thématiques qu'on a abordées tout au long de cet épisode. Mm. Sydney, je te remercie. Merci à toi. Eh bien, écoutez, merci pour votre écoute. Ça sera tout pour aujourd'hui. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à liker, commenter. Si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Et bah, bye! Ciao.